Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le chef de l'État est arrivé en Côte d'Ivoire en provenance de la France. Le président Macky Sall va prendre part à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, une rencontre prévue ce mardi. 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Dans le bilan, on s'intéresse ce soir au secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Dans les préparatifs du 4 avril, nous parlons de reboisement et de jardins botaniques dans les armées. Cette année, la fête de l'indépendance est placée sous le thème du rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. La journée du théâtre célébrée ce lundi dans les festivités, une exposition sur les 52 ans du théâtre national Daniel Sorano. La cérémonie officielle a eu lieu à Thiès. Et puis, on est invité dans ce journal, nous recevons Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'inauguration jeudi par le président de la République du quai de pêche de Potou dans la région de Louga. Le chef de l'État est arrivé à Abidjan cet après-midi en provenance de Paris. Dans la capitale ivoirienne, le président Macky Sall prend part demain à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président de la République et la première dame ont été accueillis par le président Alassane Ouattara et son épouse, envoyé spécial Omar Nying. Alassane Ouattara et madame à la coupée de l'avion. L'accueil qu'il réserve au chef de l'État et madame Marème Sall est empreint d'une grande cordialité. À Abidjan, le président Macky Sall vient prendre part à une conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Dans la chaleureuse bienvenue des membres du gouvernement et des autorités coutumières, alors qu'une forte présence de la communauté sénégalaise était notée à la sortie du pavillon présidentiel. Des compatriotes fiers d'accueillir leur président dans la capitale ivoirienne. Voilà l'arrivée du président Macky Sall à Abidjan. Il prend part ce mardi à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Dans le cadre de l'émergence nationale, le Sénégal s'appuie sur des secteurs porteurs de croissance contenue. Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. En 5 ans à la tête du pays, le président de la République Macky Sall a redynamisé ces deux pôles de développement. Cela à travers une nouvelle vision agricole soutenue par des investissements massifs à la base. Lamine Touré. L'agriculture sénégalaise, un secteur qui fait des bonds en avant. Avant 2012, sa contribution au PIB était de 5,9%. En 2015, ce chiffre est passé à 7,8%. Une politique de performance portée, entre autres, par le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Illustration d'une vision agricole en marche. Entre 2015 et 2016, le Sénégal a produit 2 157 000 tonnes de céréales, plus de 900 000 tonnes de riz. Une productivité rendue possible grâce à la disponibilité du matériel agricole, des semences de qualité, mais aussi et surtout à la mise en place des chambres d'agriculture au niveau national. Ce regain d'intérêt pour le secteur agricole renseigne de la bonne volonté de l'État à assurer l'autosuffisance alimentaire. Pour preuve, chaque année, le secteur bénéficie d'un renforcement. En ce qui concerne la campagne en cours, plus de 50 milliards de francs CFA seront injectés dans le monde agricole. Objectif, améliorer la base productive et sécuriser l'offre nationale. Cette dynamique se poursuit également dans le sous-secteur de l'élevage. Ici, la sécurité pastorale, l'émergence de nouveaux types d'exploitation adaptés au marché sont une priorité. Le président de la République y tient beaucoup.
Chaque année, l'organisation de la journée de l'élevage accompagne cette volonté du chef de l'État. L'enjeu de financement a été au centre de la 3e édition de la journée de l'élevage. Elle a permis de dégager un besoin d'investissement estimé à 31 milliards de francs CFA destinés au pastoralisme. Ces engagements financiers se traduisent depuis 2012 par une augmentation importante de la production laitière et de la qualité du cheptel. Un cheptel en bonne forme, le programme d'insémination artificielle est passé par là. Aujourd'hui, des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Togo, l'Afrique du Sud se ravitaillent au Sénégal en ce qui concerne le cuir notamment. Et toujours dans le bilan, sachez que plus de 400 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'enseignement supérieur et la recherche, environ 133 milliards de francs CFA dans l'éducation pour la construction d'infrastructures scolaires durant ces 5 dernières années. Élargissement de la carte scolaire, construction, réhabilitation, recrutement, formation. Depuis 2012, des efforts considérables ont été consentis pour un système éducatif de qualité. Seydina Lufal. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est engagé à réformer le système éducatif sénégalais, ankylosé depuis de nombreuses années par des insuffisances et incohérences. L'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche sont des priorités pour le président Macky Sall. Le président de la République, dès qu'il a pris fonction, a lancé le processus de dialogue et de recherche de consensus sur les questions de l'éducation. C'est ainsi que se sont tenues les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a présidé le 14 août 2013 le premier conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche, conseil au cours duquel il a pris 11 décisions. Et ces 11 décisions constituent la feuille de route que nous sommes en train de mettre en œuvre. Depuis 2012, c'est plus de 400 milliards CFA qui sont injectés dans l'enseignement supérieur et la recherche. En 5 ans, c'est plus que le double de ce qui a été investi en infrastructure depuis les indépendances de 1960 à 2012. Construction de logements pour les enseignants, nouvelle politique de bourse avec la création de bourses d'excellence, l'augmentation des bourses étrangères, la consolidation de bourses pédagogiques, extension et réhabilitation des universités, élargissement de la carte universitaire par la construction de nouvelles universités et l'extension du réseau des ISEP. Il fallait élargir la carte universitaire et les universités existantes, les 5, ont vu des projets de réhabilitation. À Dakar, d'ailleurs, plusieurs amphithéâtres ont déjà été réceptionnés. Et dans les 4 autres universités, Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Thiès, de vastes projets d'extension sont en cours de réalisation. Il en est de même pour la création de nouvelles universités. Beaucoup de réalisations en 5 ans. Une nouvelle gouvernance de l'enseignement supérieur a été instaurée. C'est également durant ces 5 dernières années que le paquet programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a été élaboré en vue d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Dans ces résultats que nous avons au Sénégal, qui place le Sénégal 2e pays africain, ces résultats cachent des disparités parce qu'on se rend compte que les élèves de Dakar ont de meilleurs résultats que les élèves de la zone sud-est et sud-ouest notamment. Et ce sont ces disparités-là qui constituent, la correction de ces disparités constitue un défi aussi pour le système éducatif. Recrutement, formation des enseignants, promotion de l'enseignement des sciences, des mathématiques, les réformes engagées dans l'éducation se sont accélérées depuis 2012. 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 20 blocs scientifiques et technologiques, 12 daara modernes, extension de la carte scolaire et diminution du nombre d'abris provisoires. Depuis 2012, environ 133 milliards CFA ont été injectés dans des infrastructures scolaires. De 2012 à 2017, un investissement important a été consenti à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Pour les observateurs, ces résultats satisfaisants obtenus en l'espace de 5 années augurent de belles perspectives pour le système éducatif sénégalais. Les travaux du projet à Promoville avancent à grands pas. Des routes sont en construction à Grand Yoff, à Yeumbeul et à Rufisque. Elles visent essentiellement l'amélioration de la mobilité urbaine. La responsable du projet a effectué une visite de chantier à Midi Diop.
Le quotidien des habitants de la cité Cyprès 1 de Grand Yoff rime provisoirement avec le bruit des bulldozers. Sur cet axe, les ingénieurs sont en train de construire une route pour désenclaver la cité. Les travaux ont lieu dans le cadre de Promoville, le programme de modernisation des villes du Sénégal. Cette route sera en une fois 2 voies. Il sera en revêtement béton bitumineux et la canalisation des eaux de pluie, c'est-à-dire l'assainissement eau pluviale, sera assurée par les 2 voies parallèles qui vont se connecter au caniveau qui est sur l'axe perpendiculaire. Manque de mobilité, vague de poussière, les problèmes de la cité Cyprès 1 seront bientôt réglés. Vous avez beaucoup d'établissements scolaires par exemple, c'est une zone qui est très fréquentée et les routes n'étaient pas bitumées. Et également il y avait les affres, les inondations, c'était chaque année, chaque hivernage, c'était des problèmes d'inondation terribles auxquels on était confrontés. Au milieu de la route sablonneuse de la cité Assegna à Yeumbeul, les ingénieurs sont en train de finaliser ce linéaire d'1 km 400, cordon ombilical entre la route des Niayes et la VDN, 3e section. La population est là, depuis de 20 ans ou 25 ans, ne parvient pas à rejoindre là où il veut partir. Pour partir, c'est un tas de problèmes. Vu la situation, on voit le Promoville est en train de nous faire ces travaux-là. Vraiment, on est satisfait et on est content. On a fini la couche de fondation et la plateforme. La couche de base, on est à 50%. Il reste 50% à réaliser, ce qui va se faire au courant de la semaine prochaine. Après la couche de base, il y a les bordures à poser. Et là, nous avons 1000 mètres linéaires de bordure en stock. La pose, vous voyez, une équipe est en train de le faire depuis ce matin. À Rufisque, le boulevard Serigne Sourcy et d'autres axes sont concernés. Les travaux ont déjà démarré ici en attendant la libération des emprises dans d'autres secteurs. On envisage de réaliser un grand marché à ce niveau. Un marché d'envergure internationale d'un coût de 12 milliards. Donc ce boulevard-là va vraiment faciliter l'accès au niveau de ce marché. Aujourd'hui, exclusivement, on est dans la région de Dakar, qui est caractérisée par une forte urbanisation et une extension rapide des quartiers. Donc l'extension de ces quartiers n'est souvent pas accompagnée d'infrastructures. Donc d'où la pertinence de l'intervention de Promoville dans la région de Dakar, qui permettra de désenclaver certaines zones qui sont assez démunies en infrastructures routières. Le coût global du projet Promoville est de 280 milliards de francs CFA. Plusieurs réalisations ont lieu à Dakar, Kaolack, Gossas, Saint-Louis et Diourbel. Réalisations qui visent la mobilité urbaine et l'amélioration du cadre de vie, entre autres objectifs. Parlons de la visite de 48 heures au Sénégal du secrétaire d'État français chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Elle a visité aujourd'hui des entreprises et structures qui ont des modes de gestion démocratique et participatif dans la ville de Thiès. L'objectif est d'encourager l'économie sociale et solidaire. C'est un compte-rendu signé Fatou Sahou. La France préside depuis 2016 le groupe pilote de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire. Un concept inclusif qui prône l'économie circulaire basée sur la solidarité et l'utilité sociale. Il favorise l'emploi. On voit comment, quand on a capacité à former, quand on a capacité à créer son entreprise dans l'économie sociale, eh bien on peut se développer et créer de l'emploi local. Je l'ai vu tout à l'heure avec l'information de menuisier, comment un formateur avait créé, parce qu'il avait besoin d'une machine pour aspirer notamment la poussière de bois, et comment il a su la créer. C'est ça l'enjeu. Cette visite a mené la secrétaire d'État dans la matinée à un projet d'unité de fabrication de craie aux manufactures des arts décoratifs et au village artisanal. L'après-midi, Martine Pinville a été accueillie d'abord au centre de recyclage de déchets plastiques. Les entreprises qui sont dans l'économie solidaire aujourd'hui sont confrontées à plusieurs difficultés. Déjà, il n'y a pas de mesures incitatives, c'est-à-dire que des mesures qui nous permettent de marquer aussi notre différence, parce qu'on a une vocation sociale et le social est toujours quand même assez lourd du point de vue coût. Donc ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est de prendre en considération cet aspect social-là pour nous permettre d'avoir des subventions pour qu'on puisse être compétitifs par rapport aux entreprises classiques. L'économie sociale et solidaire s'intéresse à tous les secteurs d'activité porteurs de développement. Ainsi, le jardin expérimental de l'Agri-Hub
a mis un terme à cette visite. Quand je vois ce qui se fait ici, comment on peut travailler à cette économie circulaire dans le domaine agricole notamment, comment on peut partager ses savoirs, je crois que le Sénégal a de belles perspectives. Je pense qu'il faut aider, soutenir, accompagner ces jeunes entrepreneurs. Le deuxième jour de son séjour au Sénégal sera essentiellement consacré à la remise de prix aux jeunes lauréats du concours sur l'économie solidaire lancé lors de sa précédente visite. À la veille de son gamme annuel à Nema Nazir en Gambie, la famille de feu Cheikh Mohamed Nazir Niass a reçu la visite du ministre Omar Gueye, présent en Gambie pour la signature d'accords de pêche. Il a saisi l'occasion pour communier avec la famille Niass au nom du chef de l'État. Il a effectué dans cette cité sainte la prière du vendredi. Envoi spécial à Ramdao. Nema Nazir prête à vivre dans la plus grande ferveur son gamou annuel. La cité porte l'empreinte de feu Cheikh Mohamed Nazir Niass, celui qui avait troqué son statut de fils de bail contre celui d'un inconditionnel disciple de son père. Un disciple reconnu pour son érudition et son talent de psalmodieur du Saint-Coran. Cheikh al-Islam est allé le chercher en Égypte, où il poursuivait ses études. Il lui a demandé de rentrer avec lui parce qu'il avait des projets à lui confier. Cheikh Mohamed Nazir est rentré ainsi et Baye lui a confié l'Institut islamique qui a formé d'éminents savants. Rappelé à Dieu depuis 1998, sa famille essaie de perpétuer son œuvre sur ces terres où il s'est personnellement investi pour ériger des daras. Cette famille, reconnaissante envers le chef de l'État pour ses actions à Medina Baye Kaolack, a reçu le ministre Omar Gueye. Nous remercions le chef de l'État vivement. Nous avons vu tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Nous faisons tout le temps la navette entre Medina Baye et Banjul. C'est devenu facile maintenant avec les infrastructures qu'il a érigées. Il a tout notre soutien. Le ministre est venu au nom du chef de l'État communier avec la famille à la veille de l'événement. C'est le président qui m'a demandé de venir communier avec la famille. Le président tient aux familles religieuses. Vous avez vu la modernisation des foyers religieux qu'il a lancé partout. À Kaolack aussi, il a décidé de donner à la grande université du Sine Saloum le nom de Cheikh Ibrahima Niass. Nema Nazir entend renforcer ses prières pour une Sénégambie de paix avec des chefs d'État qui réussiront leur mission. Le ministre de l'économie, le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Omar Gueye, est l'invité de ce journal. Monsieur le ministre, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Nous démarrons cette interview, monsieur le ministre, par votre bilan à la tête du secteur de la pêche. C'est la période des bilans actuellement, après 5 années de présidence du chef de l'État Macky Sall. Alors, vous êtes à la tête d'un secteur très important pour l'économie nationale, mais qui rencontre également beaucoup de problèmes. Quel serait votre bilan à vous? Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que la pêche joue un rôle extrêmement important dans notre économie. La pêche, c'est plus de 600 000 emplois. La pêche, c'est une participation à hauteur de 3,2% sur le produit intérieur brut. La pêche, c'est 75% de nos besoins en protéines animales. Et également, la pêche, c'est le premier secteur d'exportation au Sénégal au 31 décembre 2016, avec plus de 204 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a inscrit le secteur de la pêche parmi les 27 moteurs de croissance. Cela signifie que le président nous a demandé de traiter la pêche dans toute sa chaîne de valeur. D'abord, la première chaîne de valeur, c'est la connaissance de la ressource. À ce niveau, nous avons beaucoup investi, notamment au niveau de notre bateau de recherche, le ETAFDEM, qui vient d'être rénové, qui a été mis à neuf, et qui fait beaucoup de recherches, non seulement pour le Sénégal, mais également pour la sous-région, pour une meilleure connaissance de la ressource. Autre chaîne de valeur, ce sont les pirogues, les pêcheurs. Le président a décidé de mettre à la disposition des pêcheurs 5 milliards de francs CFA. C'est une première. Chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur,
il reçoit 1 million de francs CFA. Pour le moment, nous avons livré plus de 2500 moteurs. Ensuite, le président s'est occupé de la sécurité des pêches en mettant à disposition un stock annuel de 20 000 gilets avec un prix qui est subventionné à 2500 au lieu de 5 000 francs. Également, la subvention de l'essence des pirogues. Chaque année, le gouvernement supporte 7 milliards de francs CFA pour que l'essence pirogue puisse être mise à disposition au niveau donc des pêcheurs. Autre chaîne de valeur, ce sont les infrastructures. Je rappelle que depuis 2006, il n'y a pas eu de construction de nouvelles infrastructures en matière de pêche. À l'arrivée de M. le Président Macky Sall, nous avons démarré la construction des infrastructures de pêche. Au niveau des femmes, nous pouvons parler des aires de transformation modernes. Le président Macky Sall, rappelez-vous, a inauguré il y a quelques jours à Gokhumbath un complexe moderne pour les femmes de Gokhumbath. Également, Fass Boye a été inauguré, Bargny a été inauguré et nous avons d'autres chantiers actuellement qui sont en cours au niveau de la région de Dakar et jusqu'à Kafountine. L'autre aspect, ce sont les quais de pêche et ça c'est très important. Actuellement, nous avons en chantier le quai de pêche de Soumbédioune, nous avons inauguré Yoff et le président Macky Sall va inaugurer dans le jeudi 30 le quai de pêche de Potou. Après avoir inauguré, nous avons inauguré le quai de pêche de Ngaparou et de Pointe-Sarène. D'autres quais également sont en chantier, tels que Bargny, tels que Goudomp, etc. Pour dire donc qu'en matière d'infrastructure, le président Macky Sall est en train de révolutionner le secteur de la pêche parce que ces investissements constituent donc des besoins importants pour la mise aux normes de nos quais de pêche, pour permettre à nos pêcheurs de pouvoir non seulement vendre au niveau du marché intérieur, mais également à l'exportation. D'accord. Alors du côté des infrastructures, du matériel de pêche, alors il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore des choses à améliorer? De quel côté? Vous savez, il y a toujours des choses à faire, à améliorer, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous savez, nous perdons beaucoup de pêcheurs en mer. C'est la raison pour laquelle, en dehors des gilets qui sont mis à disposition et pour lesquels nous demandons aux pêcheurs de les mettre, parce que ça ne sert à rien d'avoir un gilet et de ne pas pouvoir le mettre. Le gilet est extrêmement important, j'allais même dire c'est obligatoire au niveau du code de la pêche, le nouveau code de la pêche de 2015. Également améliorer la géolocalisation, faire en sorte que nous puissions à tout instant connaître la position exacte des pirogues. Nous avons beaucoup de pirogues, nous en avons 20 000. Notre souhait, c'est de pouvoir faire en sorte que les piroguiers puissent en disposer de la géolocalisation. Nous sommes en phase test actuellement au niveau du Sénégal. C'est un secteur que nous allons développer. Également, changer les pirogues. Vous savez, les pirogues sont en bois. Faire une pirogue, c'est couper un arbre. Avec la désertification, avec les problèmes au niveau environnemental, nous ne pouvons pas continuer cela. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme de remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre qui ont la caractéristique de durer entre 40 voire même 50 ans, alors que la pirogue en bois dure 7 ans, et qui ont aussi la spécificité d'être insubmersibles. C'est-à-dire en cas de danger en mer, même la pirogue peut être utilisée comme moyen de pouvoir rester en mer en attendant que le sauvetage arrive. D'accord. Et concernant la question de licence de pêche avec la Mauritanie notamment, c'est un problème qui est en passe d'être résolu. Alors, ce problème-là, nous en avons largement débattu, nous en avon largement... C'est dans le bilan. C'est dans le bilan. Il faut rappeler que le Sénégal et la Mauritanie, comme nous l'avons dit, depuis 2001, existent des accords de pêche. Ces accords ont fonctionné jusqu'en 2015. Mais en 2015, la Mauritanie a voté une loi qui dit que toute capture doit être débarquée en terre mauritanienne. Vous comprendrez aisément que les guetnariens qui pêchaient pour amener donc le poisson à Saint-Louis ne puissent pas obtenir des licences dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle ce sont ces mêmes pêcheurs qui nous ont dit de ne pas signer ces accords. Nous ne les avons pas signés. Cela signifie également qu'ils ne peuvent plus pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Ne pouvant pas le faire, nous avons continué à rechercher avec d'autres pays amis des accords de pêche et actuellement donc nous sommes en mesure de signer, nous avons déjà signé notamment avec la Gambie et avec d'autres pays avec lesquels nous sommes en discussion. C'est la prochaine question, les accords de pêche avec la Gambie. Alors quelles sont les grandes lignes de ces accords?
Alors, permettez-moi d'abord de remercier vivement son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, qui, rappelez-vous, a effectué sa première visite officielle au Sénégal auprès de son ami et frère, le président Macky Sall. Si vous examinez le communiqué final, vous constaterez que la pêche a occupé une place importante. Les deux chefs d'État nous avaient instruits de faire en sorte qu'au bout de 3 mois après sa visite, que nous puissions finaliser ces accords. Eh bien, nous nous sommes mis à l'œuvre, mon collègue et moi, le ministre James Gomez. Nous avons travaillé sur les dossiers avec nos experts et nous avons signé le vendredi dernier un accord de pêche et également un protocole d'accord. Quelles sont les grandes lignes de cet accord? C'est d'abord permettre à des pirogues sénégalaises de la pêche artisanale de pouvoir pêcher dans les eaux territoriales gambiennes à raison de 250 licences. C'est quand même extrêmement important. Ensuite, permettre aussi à la pêche industrielle, parce que nous avons une flotte industrielle, de pouvoir opérer dans les eaux gambiennes à raison à peu près de 4100 tonneaux de jauge brute pour les eaux territoriales gambiennes. Également permettre à 15 tonniers sénégalais de pouvoir opérer dans les eaux territoriales gambiennes. Et cela est important. Et ensuite, pour le Sénégal, vous savez que le Sénégal a une très grande expérience de pêche en Afrique. Nous allons faire bénéficier notre expérience à la partie gambienne. D'abord, en termes de formation. En termes de formation, nous allons offrir 5 bourses à des étudiants gambiens chaque année pour les former dans nos écoles, le Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture, mais également au niveau de l'École nationale de formation maritime. À cela, il faut ajouter également l'expérience que nous avons en matière d'immatriculation. Cela également, nous allons partager cette expérience avec la Gambie. Les expériences en matière de recherche halieutique et d'autres possibilités qui s'offrent à nous, que nous voulons donc partager avec ce pays ami et frère qu'est la Gambie. D'accord. Est-ce qu'il a été question de la liaison maritime qu'il faut renforcer en attendant la construction du pont? Absolument. Cette liaison maritime, j'ai eu donc l'occasion aussi de rencontrer mon autre collègue qui est en charge des transports maritimes en Gambie, le ministre Diop, avec qui nous avons discuté de la possibilité de renforcer les liaisons maritimes entre le Sénégal et la Gambie via Agen, Diabogne et Aline Sitoé Diatta. Mais également faire en sorte qu'on ait des accords à ce niveau-là. Nos experts vont se mettre à travailler d'ici quelques jours. Et une fois que le travail est terminé, j'inviterai donc mon collègue, le ministre Diop, à venir au Sénégal pour que nous puissions aussi signer un accord dans ce sens. C'est extrêmement important parce que cela permettra aux Gambiens sénégalais de pouvoir utiliser Agen, Diabogne ou Aline Sitoé Diatta pour faire Dakar-Banjul, Banjul-Ziguinchor et vice-versa. Donc ce sera aussi un accord extrêmement important que nous allons finaliser d'ici quelques jours. D'accord. Une dernière question, monsieur le ministre, pour finir. Ce jeudi, donc, il y a l'inauguration du quai de pêche à Potou, vous en aviez parlé, par le président de la République qui va en même temps rencontrer les acteurs de la pêche. Absolument. Vous savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, régulièrement rencontre les acteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la pêche. La dernière rencontre remonte à 2014 à Kayar et il profitera donc de l'occasion de l'inauguration du quai de pêche de Potou-sur-Mer pour rencontrer également les acteurs avec qui il va échanger. Ce sera donc une très grande audience que les acteurs auront avec M. le Président de la République pour parler des problèmes du secteur de la pêche dans sa globalité. Et ce sera donc des moments très forts, très attendus par les acteurs qui se préparent pour réserver à son Excellence M. Macky Sall un accueil chaleureux à la dimension de ce qu'il a déjà fait pour le secteur de la pêche. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Omar Gueye qui était sur ce plateau pour nous parler de l'inauguration du quai de pêche de Potou jeudi par le président de la République, mais également du bilan du secteur de la pêche. Nous parlons de la série que nous consacrons à la fête du 4 avril. Nous démarrons par le volet reboisement avec 5000 arbres qui ont été plantés dans la région de Thiès. L'objectif est de procéder à la régénération des terrains pour l'année
l'année 2017, l'armée de terre a insisté sur les sites d'entraînement jadis dégradés. À travers cette initiative, l'armée nationale veut véritablement contribuer à la protection de l'environnement. Khadi Kamara. La nécessité de régénérer les terrains de manœuvre a poussé l'armée de terre à s'engager dans un programme ambitieux de reboisement. Après Kolda, Morolan, dans la région de Thiès, a accueilli près de 2000 militaires en compagnie d'agents des eaux et forêts. Au total, 5000 arbres ont été plantés. Cette année, on a insisté et mis l'effort sur les cantonnements et les sites d'entraînement, qui d'habitude sont dégradés par les activités d'entraînement. Donc il était normal que les armées prennent l'initiative pour essayer de régénérer en fait les forêts, aujourd'hui notamment la forêt classée de Pout, et permettre de contribuer à la protection de l'environnement. Cette prise de conscience est bien perçue par les frères d'armes qui s'activent au quotidien dans la préservation de l'environnement. Nous sommes à l'heure aujourd'hui des changements climatiques. Et justement, ce gaz, ce CO2 qui est à l'origine en grande partie au changement climatique, ce gaz est consommé par les forêts. Donc l'armée nationale, en préservant, en protégeant nos forêts en Casamance, l'armée nationale, en reboisant nos forêts ici à Thiès, est en train de jouer sa partition dans cette lutte contre les changements climatiques. Le slogan « Un soldat, un arbre » a été bien concrétisé ici. Ainsi, l'État envisage de reboiser 13 millions de plantes sur toute l'étendue du territoire, un projet grandeur nature. En fait, c'est ça l'idée en réalité, c'est de dire en réalité que nous ayons autant de plans sur un programme que la population sénégalaise. C'est vraiment très symbolique et c'est très intéressant. Et le ministère de l'Environnement est en train de travailler là-dessus. Nous avons démarré le programme l'année dernière, nous allons le poursuivre. Je pense que c'est un programme de 3 ans. Nous allons le poursuivre pour pouvoir boucler en fait les 13 millions de plants qui seront plantés dans le pays. Et ce seront toutes les variétés de plantes, que ce soit des plantes fruitières, que ce soit des plantes forestières, toutes les variétés de plantes seront comprises dedans. Donc c'est un programme assez vaste qui intègre, comme je dis, toute la chaîne de filière depuis les semences jusqu'au niveau de la plantation. Maintenir la pollution en deçà de 2 degrés pour respecter les accords de Paris, c'est l'objectif de l'armée de terre et la direction des eaux et forêts. Ici, tous veulent respirer de l'air pur. C'est parti pour un jardin botanique bien fourni. Parlons de l'armée de l'air qui dévoile son côté écolo. Elle a aménagé un jardin botanique pour jouer sa partition dans la protection de l'environnement. Le jardin baptisé Sergent Alioune Diagne est un espace qui inspire tranquillité et bien-être. Rougi Yatouba. Une balade dans ce jardin pour ouvrir ses sens à la nature. Une balade à l'invite de l'armée de l'air qui a la main verte. Le jardin botanique de l'armée de l'air a été donc réalisé d'abord pour permettre donc d'avoir un environnement idéal pour les aviateurs, mais aussi pour les militaires du rang qui sont donc logés au niveau de la base. Par ce jardin botanique, l'armée de l'air contribue à la réduction des gaz à effet de serre. L'aviateur fait partie aussi des plus grands pollueurs, dans la mesure où les avions donc dégagent du monoxyde de carbone qui donc détruit l'environnement, surtout la couche d'ozone. Ce jardin botanique a aussi une portée hautement symbolique. L'arbre qui est là-bas, qui a été planté par un capitaine Morales le 21 octobre 2015 et qui est mort le lendemain dans un crash d'hélicoptère. Donc là, pour les îles Canaries, pour les Espagnols, à chaque fois qu'ils vont passer au niveau donc, de Dakar, au niveau de la base aérienne, ils pourront venir visiter et voir donc l'arbre qui a immortalisé le capitaine. Dans ce jardin botanique, chaque plante, chaque arbre a une histoire, une mission. La célébration de la fête de l'indépendance s'inscrit cette année dans un contexte de lutte accrue contre la dégradation de l'environnement. Le colonel Baïdiba, directeur des eaux et forêts, revient ici sur l'importance du thème choisi cette année, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Ces propos sont recueillis par le service communication des eaux et forêts. Le thème qui a été choisi pour célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance, le 57e anniversaire,
ce thème est on ne peut plus pertinent. Comme vous le savez, depuis quelques années, notre pays fait face à une destruction d'une partie de son couvert végétal, en particulier dans la zone sud de notre pays. C'est ainsi que le service des eaux et forêts, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, est en train de mener des actions de grande envergure pour porter un coup dur à ce fléau. Le chef de l'État, conscient de la gravité de cette situation, avait instruit les forces de défense et de sécurité, en particulier l'armée, de monter en puissance pour appuyer le service des eaux et forêts dans la lutte contre le trafic de bois. L'armée sénégalaise, notre armée, la gendarmerie nationale, la police, la douane, aux côtés des eaux et forêts, ont investi ces zones où le trafic de bois était noté. Ce travail a porté ses fruits, étant donné que ce trafic a connu une baisse drastique suite effectivement à ces nombreuses sorties, ces patrouilles mixtes que l'armée est en train de faire. Il y a des perspectives. Nous avons quand même un plan d'action effectivement pour que définitivement qu'on ne vive plus cette situation. Ce séminaire régional des radiocommunications pour l'Afrique, la rencontre qui se tient à Dakar du 27 au 31 mars réunit plus de 37 pays d'Afrique. Plusieurs questions sont soulevées à l'occasion, notamment la gestion du spectre de fréquences, les avancées du mobile, mais aussi la transition vers le numérique. Jeanne Dior. Le numérique a encore réuni ses acteurs. Ces spécialistes des télécommunications échangent sur les questions liées à la gestion du spectre de fréquences. Ce, dans un contexte de transition entre deux systèmes. Pour mieux subir ce changement, il est urgent d'améliorer le service de radiocommunication. Movement from analog to digital broadcasting. C'est une évolution de l'analogie vers le numérique. La raison de cette transition est qu'elle a beaucoup d'avantages. Le système que nous utilisons est révolu, il n'est pas efficace, il perd énormément en qualité. Ce passage va donc nous permettre de sauver ce que nous appelons la dividende numérique. Nous aurons plus de spectre à utiliser ailleurs. Les 700 MHz de spectre que nous pouvons utiliser dans les données mobiles, les technologies de dernière génération et la diffusion en large bande. Le passage de l'analogique au numérique a amené plusieurs États à mettre en place de nouveaux dispositifs techniques, d'où l'importance de bien coordonner dans l'espace régional. Au Sénégal, comme dans d'autres pays, le basculement vers le numérique, les enjeux du mobile et l'adaptation restent les défis à relever. Les défis à relever, c'est les défis d'anticipation, c'est les défis de planification. Parce que vous savez qu'au moment où on est en train de mettre en place la 4G dans certains pays africains, la discussion sur la 5G a été entamée. Et il faut donc anticiper sur la gestion du spectre qui, si elle n'est pas bien gérée, peut nous empêcher d'être confortables et d'être à l'aise dans les évolutions technologiques futures. Le deuxième dividende numérique sera réutilisé bien sûr dans les télécoms afin que nous puissions disposer davantage de spectre pour réaliser ce que nous appelons le très haut débit. Près de 40 pays prennent part à cette rencontre régionale. Les acteurs ont saisi l'occasion pour discuter sur les points qui ont été retenus lors de la conférence mondiale des radiocommunications. Ils vont aussi anticiper sur la prochaine rencontre qui aura lieu en 2019. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est ce lundi la journée mondiale du théâtre. Le théâtre national Daniel Sorano a organisé une exposition dans le hall du théâtre. Des archives retraçant 52 années de vie théâtrale ont été présentées au public. Aïdedia nous en dit plus. 52 ans de théâtre à Daniel Sorano exposé en cette journée mondiale du théâtre.
Depuis 1965, la salle a mis en lumière des pièces aussi intéressantes que variées, des classiques françaises et des pièces de théâtre sénégalaises et africaines ont été mises en scène ici. C'est un grand jour où le théâtre est célébré dans le monde, mais vous savez ce que je peux dire, c'est que Sorano est un musée parlant, c'est un répertoire vivant de notre théâtre. Cette journée mondiale du théâtre est instaurée depuis 55 ans. En hommage aux comédiens, metteurs en scène et autres hommes de l'ombre, le Théâtre national Daniel Sorano a organisé cette exposition. Ce que vous venez de voir, c'est toutes les formes d'identité culturelle du Sénégal. C'est-à-dire toutes les communautés ethnoculturelles du Sénégal, dans leurs expressions artistiques, se retrouvent dans le creuset du Théâtre national Daniel Sorano. Vous avez tous les éléments, en tout cas, qui fondent même l'existence du Théâtre national Daniel Sorano. À l'occasion, les acteurs du théâtre ont monté des spectacles pour montrer que cet art garde toujours ses lettres de noblesse malgré la concurrence des téléfilms et autres sketchs. Oui, l'espoir n'est pas mort. Il gît dans les amphithéâtres qui, chaque midi, vomissent des nuits le futur Trumpion. Alors, la journée du théâtre célébrée ici au Théâtre national Daniel Sorano. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la cérémonie officielle. C'était à Thiès. En Égypte, le tribunal correctionnel de Rosette a infligé des peines allant jusqu'à 14 années de prison à 56 personnes jugées coupables d'avoir provoqué la pire catastrophe maritime de l'histoire de l'émigration clandestine en Égypte. C'était en septembre 2016. Un bateau transportant plus de 400 émigrés clandestins vers l'Europe avaient chaviré au large de Rosette en Méditerranée. Louise Bilza. Pour les familles des victimes, les peines infligées sont trop faibles. On estime à près de 200 le nombre de disparus dans le naufrage. Il s'agissait majoritairement d'Égyptiens et d'Africains, avec parfois des familles entières et des dizaines de mineurs. Les survivants ont raconté que les passeurs leur avaient conseillé de jeter leurs papiers en Italie et de prétendre qu'ils étaient syriens. Dans la capitale égyptienne, le gouvernement dit qu'il fait ce qu'il peut pour contrôler le nombre de migrants. La question de l'immigration illégale venant d'Égypte n'est pas une question très dangereuse. 2014 a été une année record à ce titre et les migrants se rendaient principalement en Italie. Mais après cela, les chiffres ont diminué. En même temps, nous faisons le maximum pour empêcher que cela reprenne. Nous devons prendre en considération la situation régionale. L'Égypte est devenue un point de départ de l'immigration clandestine vers l'Europe à cause des violences que connaît la Libye et du fait des failles sécuritaires en Égypte qui ont suivi la chute de l'ex-président Hosni Moubarak. En 2010, les autorités avaient empêché 500 personnes d'immigrer clandestinement. Aujourd'hui, l'Égypte demande l'aide de l'Europe pour tenter de juguler le phénomène. Certaines activités de développement sont plus efficaces que d'autres. Les Européens sont en train d'assimiler ce concept. Et ce, même si le nombre des pays qui sont prêts à faire de réels efforts pour aider les pays d'Afrique du Nord n'est pas encore suffisant. Et l'Égypte est devenue une plaque tournante pour les réfugiés en raison de sa proximité aux pays déchirés par le chaos comme la Libye et la Syrie. Le nombre de réfugiés a augmenté dramatiquement ces dernières années. Le pays n'a aucune législation pour combattre les migrations illégales. L'année dernière, le gouvernement a proposé une loi pour criminaliser ces activités, mais il attend toujours que le Parlement l'adopte. Nous retrouvons l'actualité nationale avec Ecobank Sénégal qui a tenu son assemblée générale ordinaire à Dakar. Les résultats de l'exercice 2016 ont été publiés par la direction générale. La banque panafricaine s'est bien positionnée au Sénégal cette année. À cette occasion, un nouveau président du conseil d'administration a été nommé. C'est un sujet de Awanyaï. L'Assemblée générale ordinaire d'Ecobank Sénégal a salué la constitution d'un nouveau conseil d'administration. Alioune Diagne est élu président du conseil d'administration d'Ecobank. La banque classée 3e au Sénégal a dévoilé les résultats de l'exercice 2016. Au terme donc, de l'année 2016, Ecobank Sénégal se positionne en tant que 3e banque du Sénégal avec un total bilan de 741 milliards donc, de francs CFA
comparé à 648 milliards en 2015 et je dirais une progression en matière de rentabilité plus que significative, puisque le résultat net après impôt d'Ecobank Sénégal se situe à 7 milliards 52 millions. Ecobank Sénégal est un acteur majeur dans l'accompagnement à double titre de l'économie. Ecobank Sénégal est un des plus grands acteurs principaux de l'État, qui accompagne l'État à travers les financements directs ou à travers les titres d'État dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets du PSE et d'autres projets tels que PIDC et autres. Donc nous sommes l'une des banques de référence dans l'accompagnement de l'État. Mais dans un deuxième titre, nous accompagnons également les acteurs locaux à tous les niveaux, que ce soit les multinationales, les particuliers, également les PME-PMI. Ecobank innove avec la digitalisation. Aujourd'hui, Ecobank a un réseau de 72 GAP à travers le pays, en plus du réseau, bien entendu, des confrères que les étudiants peuvent utiliser. Donc finalement, si on compte, aujourd'hui, nous avons plus de 300 GAP au service des étudiants. Alors quand on dit 300 GAP au service des étudiants, c'est 300 caisses au service des étudiants. Des caisses qui fonctionnent 24 heures sur 24. Avant 2011, il y avait une vingtaine de billetteurs à travers le pays qui payaient les étudiants. Donc, c'est un changement structurel extrêmement important. Des millions de clients ont montré leur satisfaction. De nouvelles applications seront lancées pour faciliter les transactions et fidéliser les clients, avec des services disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le Parti africain pour la citoyenneté et le travail vient donc de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar après avoir adhéré à la coalition Jàppo Liggéeyal Sunu Réew de Djiboka par la voix de son secrétaire général Ousmane Amadou Ndiaye. Ce parti compte accompagner le président Macky Sall pour une bonne marche du pays. Louise Bilza. Face aux militants, amis et sympathisants du Parti africain pour la citoyenneté et le travail, le suspense n'aura pas duré longtemps. Dès l'entame de son propos, le secrétaire général national du pacte a annoncé l'adhésion de son parti à la majorité présidentielle. Désormais, nous allons intégrer les rangs de Benno Bokk Yakaar, dont nous épousons totalement la philosophie politique. Et les raisons qui fondent cette décision sont liées, entre autres, au bilan largement positif enregistré par le président Macky Sall, tant au niveau économique, socio-culturel que diplomatique. Nous pouvons relever le taux de croissance qui est aujourd'hui à 6,7%. Les progrès réalisés dans le secteur agricole avec les DAP et l'ambition du Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en riz. De même que les acquis enregistrés dans le domaine de l'élevage, la maîtrise de l'inflation des prix de denrées de première nécessité, la réduction de la facture d'électricité qui pesait lourdement sur le budget des ménages, sans compter les nombreux acquis sociaux tels que les bourses familiales, la CEMU, la carte d'égalité des chances, la maîtrise de l'inflation, la résorption progressive des abris provisoires dans l'espace scolaire, la gratuité des manières scolaires. Pour le secrétaire général national du pacte, ces nombreux acquis démontrent à suffisance que dans une telle dynamique, l'émergence du Sénégal est en bonne voie. À travers cette adhésion, le pacte compte apporter une valeur ajoutée à la coalition Benno Bokk Yakaar. En sport, football, vous avez suivi sur nos antennes ce match amical avec le Sénégal qui a joué son deuxième match. C'était face à la Côte d'Ivoire au stade de Charletti dans la banlieue parisienne. Lions et éléphants se sont neutralisés. Score final 1 but partout. Résumé de la rencontre, Fatoumata Savané. Lions et éléphants se sont neutralisés, un match certes amical avec des allures de match officiel. Tout au début de la rencontre, de belles occasions de part et d'autre. Highlights, les temps forts de ce match, ce centre
directement sur Abdoulaye Diallo. Il y a eu cette frappe manquée de Giovannicio et ce but refusé à Famara Diédhiou après une charge irrégulière sur Sylvain Bohou, le coup de tête de Nicolas Pépé et le centre de Gassama. Des batailles au milieu, du beau jeu. Marignas, Salou 6, monté aux avant-postes. Finalement, le premier but du Sénégal viendra de ce penalty exécuté à la 67e minute par Sadio Mané. L'international sénégalais réussit face au portier ivoirien. 1-0 pour le Sénégal. Ça va nous faire du grand bien. 2 minutes plus tard, un contre ivoirien très rapide. Sur une ouverture de Nicolas Pépé, Syriac égalise pour les éléphants. La défense sénégalaise n'a rien vu venir. Surprise, elle ne constatera que les dégâts. Et c'est Syriac, Goïbi Syriac qui égalise. Un match qui sera interrompu 3 minutes avant la fin. Des supporters envahissent le terrain. La sécurité n'arrivera pas à les contenir. Les joueurs du coach Cissé viennent de concéder leur deuxième match nul après le Nigeria. On va revenir sur la journée mondiale du théâtre qui a été célébrée ce lundi. Cette année, la région de Thiès est à l'honneur pour l'occasion. Le centre culturel régional a abrité la cérémonie officielle, une cérémonie présidée par le ministre de la Culture et de la Communication. Plusieurs artistes comédiens ont honoré de leur présence cet événement. Ibrahim Ndong. Centre culturel régional de Thiès, point de convergence de la communauté. Personne n'a voulu être en reste. Les artistes comédiens se sont mobilisés pour accueillir le ministre de la Culture et de la Communication avec tous les honneurs. Dans la salle de spectacle, plusieurs troupes se sont illustrées. Nous arrivons à bord d'un train dans lequel nous avons embarqué avec aisance, le théâtre. Et nous voici donc à bon port sur la capitale du rail, Thiès-Ville, devenue pour la circonstance la capitale du théâtre sénégalais. Le choix de Thiès n'est pas fortuit. Thiès est une floraison de talents artistiques. L'association des artistes comédiens a donné un cachet particulier à cette journée, l'occasion saisie pour revenir sur l'importance que constitue le 4e art. On oublie souvent, mesdames et messieurs, que le théâtre est le plus accompli des arts vivants, car le comédien est l'âme qui transcende le temps et les époques. Il se meut et se meurt dans les esprits et les corps qu'il incarne. Il façonne le temps et lui impose son tempérament. Ça a été une manifestation culturelle où tous les grands acteurs du théâtre sénégalais étaient présents. Et ça a été aussi une occasion de réentendre les belles voix de tous ceux-là qui nous ont véritablement bercés et qui ont fait que nous tous, nous ayons aimé le théâtre. Et pour davantage développer le théâtre, d'importantes initiatives ont été prises par les plus hautes autorités. Le théâtre est un secteur extrêmement important et c'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé de faire en sorte que le théâtre puisse réintégrer les établissements scolaires. Et l'année dernière, nous avons mis à la disposition de l'inspection d'académie de Kédougou et de l'inspection d'académie de Kaolack une somme, une subvention pour la réintroduction du théâtre à l'école élémentaire. Devant les artistes, la tutelle a encore réitéré la volonté du gouvernement à toujours accompagner le secteur. Pour clore en beauté cette rencontre, plusieurs distinctions ont été remises en guise de reconnaissance. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la RTS.